Bienvenue dans ce premier épisode qui va parler de la libération des mémoires familiales et transgénérationnelles. Donc, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous vous sentez concerné, c'est que déjà vous avez appréhendé certaines choses, ressenti, vous vous êtes senti attiré par votre arbre généalogique, par vos lignées, ou tout simplement peut-être aussi par curiosité. Et je vais commencer cet épisode en fait par savoir un petit peu ce que sont que ces mémoires familiales transgénérationnelles collectives. Alors, c'est vrai qu'on sait scientifiquement que les gènes sont transmis et les découvertes en épigénétique permettent aussi de savoir que certains gènes en fait, vont, en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire et de notre environnement, l'environnement comme un lieu ou bien l'environnement affectif, émotionnel, tout ce qu'on va vivre au niveau de notre vécu émotionnel, va faire que certains gènes vont s'activer ou pas. Et certains travaux, ceux de Rachel Yehuda notamment, montrent que parmi les descendants des victimes de la Shoah, le taux de cortisol, l'hormone du stress, est beaucoup plus élevé chez eux que chez les autres personnes de la population, alors qu'ils n'ont pas connu les traumatismes qu'ont vécu leurs ancêtres. Donc voilà, il y aurait des empreintes épigénétiques de traumatismes vécus par nos ancêtres en nous. Et ces empreintes, on peut les ressentir. Certains événements de notre vie vont faire qu'on va les ressentir davantage, que ça va comme s'activer en nous et que la vie va nous montrer des signes, en fait, va nous amener des synchronicités pour nous aider à nous pencher, en fait, sur la question de ces mémoires, pour essayer de mettre de la conscience sur ce qui nous habite afin de libérer, de pacifier ces mémoires qui sont plutôt en fait dans un état de non-paix en nous. Si elles s'activent et si elles sont inconfortables, c'est bien parce que l'idée est de les apaiser. Et donc, c'est un travail que je mène depuis 7 ans, que je continue à mener. Je suis toujours sur le chemin et je pense que j'y serai toute ma vie. C'est donc un chemin passionnant, c'est un chemin vraiment libérateur, parce qu'on ne se rend pas, on ne se rend pas compte à quel point on n'est pas libre en fait de ce qu'on peut vivre. Parfois, on peut être un peu téléguidé par ces mémoires justement et ne pas vivre véritablement notre vie parce que certaines mémoires de nos aïeux sont actives en nous et donc nous font faire parfois des choix inconscients qui sont reliés à la vie de notre aïeul. Et c'est passionnant en fait d'aller découvrir tout cela. Dans un premier temps, on va pas vraiment euh, on va pas vraiment faire j'ai envie de dire, c'est pas du tourisme, c'est pas aller voir comme ça par curiosité finalement la vie de nos aïeux. L'idée, c'est vraiment de ressentir quelque chose déjà en soi qu'on porte, peut-être des colères qui ne nous appartiennent pas, de la tristesse qui ne nous appartient pas, de la culpabilité, de la honte qui ne nous appartiennent pas, et de sentir que c'est disproportionné par rapport à ce qu'on vit, qu'il y a comme une exagération comme si on ressent cette tristesse ou cette colère en nous, mais elle est démultipliée, elle nous paraît disproportionnée par rapport à ce qu'on vit. Ça, c'est un indice important du fait qu'on porte autre chose que ce que l'on vit, voilà, que notre vécu à nous dans notre vie. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui, on est le 11 novembre, donc forcément, je me suis reliée en pensée à mes aïeux donc, qui ont connu la Grande Guerre, alors à ceux qui sont décédés. J'ai plusieurs arrière-grands-oncles qui sont décédés à la guerre, et je pense à un en particulier dont j'ai libéré les mémoires en moi parce que c'était extrêmement puissant. Et je vais vous raconter cette histoire justement dans ce premier épisode.
Et puis, je pense aux familles endeuillées qui n'avaient pas fait qui n'ont pas fait le deuil encore aujourd'hui. Et pour ma part, le deuil n'était pas fait dans mes lignées parce que, en fait, pour ce qui concerne Hippolyte, en fait, c'est un jeune soldat de 33 ans qui est parti mobilisé en août 14 et il est décédé en septembre 14 aussi, 1914. Très rapidement, donc dans la région du Grand Couronné autour de Nancy. Et le drame, c'est que son corps n'a pas été retrouvé. Voilà. Et personne de ma famille n'avait été sur les lieux. Ça a été vraiment tu. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que quand il y a un traumatisme à une génération, le deuil est tellement profond, est tellement lourd, est tellement traumatique que déjà dans cette première génération qui vit ce trauma, certaines personnes ne vont rien dire, en fait, vont être dans la loi du silence, dans un deuil qui est indicible. La deuxième génération va connaître l'événement, mais c'est comme au-dessus, ça n'a pas pu être libéré, exprimé dans le sens, ça n'est pas sorti. Cette génération-là ne va pas pouvoir non plus mettre les mots, ne va pas pouvoir nommer les choses. Et à la troisième génération, donc la mienne par rapport à Hippolyte, c'est carrément inconscient. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune conscience que j'avais des arrière-grands-oncles qui étaient décédés et que pour Hippolyte, ça avait été extrêmement traumatique du fait que le corps n'avait pas été retrouvé. Mais j'emportais toute la tristesse, et toute la tristesse même enfant. J'ai toujours été une enfant triste. Alors, je ne sais pas si c'est totalement relié à cela, mais c'est peut-être, hein, voilà, c'est une hypothèse qu'on peut faire. D'autant que je suis née, donc voilà, j'expliquerai ça dans d'autres épisodes. Il y a des dates qui vont nous permettre de nous mettre sur la voie. Moi, je suis née sur la date de conception d'Hippolyte. Hein, et comme si la vie d'un aïeul dont on n'a pas fait le deuil se poursuit dans la lignée, voilà, par des rappels comme ça de date. Des enfants vont naître sur la date de conception, sur la date de naissance ou sur la date de mort de cet aïeul. Et dans ma famille, Hippolyte a plusieurs de ses descendants sont nés sur ces dates-là, justement. Et donc, pour vous raconter ma petite histoire et comment j'en suis venue là, en fait, cette mémoire de cet aïeul, elle s'est activée en moi en 2014, 100 ans après. Je connaissais l'existence d'Hippolyte surtout depuis 2007, 80 ans de ma grand-mère paternelle. Un membre de la famille a eu l'idée de faire un arbre généalogique numérique avec toutes les photos qu'il avait pu collecter, y compris les vieilles photos des aïeux. Et quand j'ai ouvert en 2007 ce dépliant voilà, sur papier glacé, mes yeux se sont portés uniquement sur la photo de ce jeune soldat. En fait, il avait été pris en photo juste avant de partir à la guerre. Il a le sourire. Voilà, parmi les vieilles photos, c'est le seul qui a le sourire et il s'en va à la guerre et il ne reviendra pas. Et ça m'a vraiment, ça m'a touchée, ça m'a émue. Ça m'a fait même un effet miroir, comme si je me reconnaissais en lui. Il y a eu quelque chose d'assez étrange. Et puis les années ont passé. Et en 2014, je vis plusieurs synchronicités. Voilà, je traverse le village de Saint-Hippolyte. Cette année-là, on nous offre aussi une bouteille de vin, un Saint-Hippolyte. J'achète, en quelques semaines de temps, voilà, j'achète de la farine. Et là, le meunier se trouve à peu près à l'endroit où justement est décédé cet aïeul. Et ce meunier s'appelle Hippolyte, même si ce n'est pas la même orthographe. Et j'avais acheté beaucoup d'ouvrages aussi cette année-là, en 2014, sur la psychogénéalogie et la psychanalyse transgénérationnelle, sur tout ce qui est justement, on appelle ça un peu des fantômes familiaux, même si ce n'est pas une question d'être hanté en fait, parce que c'est vraiment à l'intérieur, c'est dans les cellules. Et du coup, voilà, je me mets à lire les ouvrages suite à ce qui m'arrive là de synchronicité. Je me mets à lire les ouvrages. Je découvre que mon prénom Estelle, on peut le séparer en deux, est le verbe être, une stèle commémorative.
et que souvent dans des lignées, quand il y a des prénoms comme Estelle ou Christelle ou Robert aussi, une robe qui erre, ou Gisèle, hein, L-J, voilà, il y a des prénoms comme ça qui sont symptomatiques du fait qu'un aïeul n'a pas eu de sépulture en fait. Et donc, voilà, je prends très à cœur tout ce que je lis. Je découvre que je suis en résonance de date aussi avec lui. Je suis l'aînée d'une fratrie de 5 et lui aussi. Et là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et du coup, je me mets, voilà, je vais me mettre sur ses traces. Je vais aller, voilà, je vais me rendre sur les lieux de sa mort dans l'idée d'apaiser finalement ce qui fait que la lignée ne fait pas le deuil et d'apaiser ce qui se passe en moi parce que du coup, je suis assez émotionnée cette année-là par rapport à, voilà, je suis bouleversée par tout ce qui se passe, par tout ce que je comprends. Et j'ai vraiment envie pour lui, pour moi, pour mes cellules, pour mes enfants, j'ai envie d'apaiser tout cela et pour toute ma famille, en fait, pour les lignées. Et donc, je m'y rends. J'avais croisé donc une psychogénéalogiste juste avant qui me dit que l'idéal, ce serait de faire une tombe symbolique pour que mon aïeul puisse reposer en paix. Alors voilà, quand on pense à ça, on se dit, mais c'est pas possible de faire une tombe symbolique. Mais en fait, quand on le fait vraiment à cœur et quand on se laisse guider par notre intuition, il se passe des choses vraiment extraordinaires. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, je me rends à Champenoux, qui est un village qui fait partie du Grand Couronné autour de Nancy. Et il y a un cimetière militaire. Je sais qu'il n'est pas là, je m'y rends et je ne perçois rien. Enfin voilà, je me laisse guider, mais je sais qu'il n'est pas là. Je ne me sens pas très concernée en fait par ce cimetière. Et après, je prends la voiture et je me laisse aller à l'intuition. J'ai pris une petite pelle pour faire cette tombe et je ne sais pas trop où je vais aller creuser. Je prends une route ou une petite route qui m'emmène à l'écart du village, le long d'une forêt. Cette petite route, déjà, elle est très chaotique, comme si il y avait des traces des anciens obus, puisque ça a été vraiment beaucoup bombardé, cet endroit-là. Et à un moment donné, je m'arrête en bord de forêt et je décide d'aller dans cette forêt. Alors, le cimetière militaire était en plein soleil et là, je me retrouve vraiment dans un endroit lugubre, très, très sombre, seule avec ma pelle et j'ai très envie de me débarrasser de ça. Donc, à la fois, je me connecte à sa tristesse, à ce côté voilà, terrible de la guerre et à la fois, j'ai envie d'en finir assez vite. Et donc, je me dirige vers un arbre et je commence à creuser. Alors, ça sent l'humus, c'est très, très puissant. Il y a vraiment quelque chose de âcre qui me fait tousser, qui m'envahit la gorge, en fait. Donc, il y a quelque chose d'étrange qui commence à se passer dans mon corps. Et, euh, et en même temps, en creusant, je fais s'envoler un rapace. Et là, je sursaute de peur quand j'entends le bruit de ses ailes. Et je décide de partir de ce lieu qui pour moi, est vraiment, est vraiment lugubre et morbide. En fait, c'est voilà, c'est cette odeur, cette atmosphère me fait vraiment penser à la mort et je m'en vais. Et je me retrouve sur un chemin blanc à l'orée de la forêt. Et là, mes yeux se posent sur un galet qui est étrange. C'est un galet tout lisse, de cette taille, de la taille de mes deux mains réunies, là. Et je l'emmène. Je l'emmène avec moi et j'ai envie de retourner au cimetière militaire. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que j'aille là-bas. J'y retourne. Il est en plein soleil et je prends ce galet. Et là, pour moi, c'est une évidence, en fait, que je viens d'aller exhumer euh, les- la mémoire, l'énergie d'Hippolyte qui était resté à l'écart de ses frères d'armes et je suis en train de le ramener dans le cimetière, en fait, comme s'il y avait quelque chose dans cette pierre qui s'était accroché à cette pierre et qui est en moi en même temps, puisque c'est cellulaire. Donc, et là, cette pierre, je la dépose dans une gerbe de lavande qui est juste là, à l'entrée du cimetière, où il y a un panneau explicatif sur la position de l'armée. Et au moment où je fais ça, un oiseau se met à chanter. Il y avait vraiment le silence. Et au moment où je pose la pierre et où je me recueille et où je suis vraiment dans l'idée voilà, que
que je fais cet acte pour Hippolyte et pour moi et pour ma lignée, un oiseau se met à chanter. Et là, je sens en moi comme une libération, quelque chose s'écouler dans mon corps et de mon corps et partir dans la terre. Et là, je pense simplement, c'est là que je prends conscience, hein, et même quelques temps après, même un peu plus tard, qu'il s'est passé quelque chose dans cette forêt, dans cette peur que j'ai vécue, dans ce sentiment de malaise, de mort, et que quelque part, en moi, je sais que maintenant, Hippolyte, il a sa place. Il a trouvé sa place et voilà, il est parmi des soldats qui ont combattu à ses côtés. Et c'est un soulagement, en fait, de vivre cela. Et j'en parle à ma grand-mère le lendemain, puisqu'il y a une réunion de famille. Je ne lui raconte pas tout ça, mais je lui dis juste, bah, tu sais, je suis allée me recueillir là où est décédé Hippolyte. Et là, elle a une réaction qui est presque disproportionnée, mais voilà, quand on est dans la libération de mémoire familiale, il se passe des choses très, très puissantes. Elle me prend dans ses bras, elle me serre et elle me dit, ma petite fille, merci d'avoir fait ça pour nous. Et je sens que ce nous, c'est toute la lignée, quoi. C'est vraiment les ascendants, les descendants. Et pareil, au moment où elle me prend dans ses bras, je sens vraiment une sensation me traverser et comme s'il y avait quelque chose qui s'alignait, qui était juste et qui s'ouvrait aussi. Quelque chose de waouh, ça y est, c'est OK. Et alors moi, j'interprète ça comme si le deuil, en fait, était fait, était enfin libéré et que tout le monde était à sa place, hein, à cette place ben, là où il n'était pas et où il est aujourd'hui. Et depuis, en fait, ben, je me suis libérée d'une grande tristesse, hein. Alors, j'ai vécu autre chose dont je parlerai dans une autre vidéo parce que c'est déjà long. Et j'en ai pas fini avec Hippolyte. Mais en tout cas, je sens, voilà, ça y est, je sens qu'il y a un soulagement, je sens qu'il y a un premier pas qui est fait. Pour moi, je pensais que c'était complètement libéré, mais on va voir que non. Mais voilà, c'est pour dire que parfois, il y a plusieurs étapes dans la libération des mémoires familiales et transgénérationnelles. En tout cas, voilà, j'espère que peut-être que cette histoire fait écho et j'espère qu'elle vous apporte quelque chose, des éléments de compréhension de ce qu'on peut parfois vivre, ressentir. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, ça va nourrir les prochains épisodes, vos questionnements. Et bah, je vous remercie de votre écoute et bah, à bientôt pour la suite.